Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session de cycle d'approfondissement sur la méditation, avec au programme ce qu'on n'a pas eu le temps de terminer la semaine dernière, c'est-à-dire un peu plus d'apaisement, comprendre un peu plus la stabilité mentale en lien avec l'objet du souffle. C'est cet objet qui va nous servir de support à calmer l'esprit, à développer plus d'apaisement, de stabilité mentale. Comme la fois dernière, on va commencer avec une méditation pour établir notre corps dans une position de méditation qui est un environnement propice à la méditation, et puis préparer notre esprit tout doucement à ce qu'il puisse plus tard observer, s'installer, demeurer en contact avec le souffle pour développer ses qualités mentales de concentration, de bien-être, de sérénité, ce qui est un des sous-produits de la méditation du calme mental. Le sous-produit de la méditation du calme mental, c'est ce bien-être, cette joie, cette félicité intense. Et le but premier, c'est d'avoir un esprit qui est tellement vif, clair et concentré que toutes les choses qu'on amène à l'esprit, sur lesquelles on va réfléchir, elles vont transformer en profondeur notre esprit. Donc, je vous invite à prendre une position confortable, que vous soyez assis, couché, debout, en train de marcher dans un parc. Dans quelque position que vous soyez, essayez de travailler partie par partie à donner à votre corps un peu plus de stabilité et l'installer dans une position confortable que vous pourrez tenir au moins un quart d'heure. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous empêcher de bouger durant ce laps de temps, mais en tout cas quelque chose qui est suffisamment confortable pour que vous puissiez y demeurer. Observez la position de vos bras, de vos mains. La tenue de votre dos. Si la méditation de calme mental doit avoir ces deux facteurs de clarté intense et de stabilité également intense, il ne faut pas que nous comprenions cette clarté en perturbant le corps avec une tension inutile. Donc il faut essayer d'exprimer ce juste milieu entre la détente et la tonicité à travers le maintien de votre colonne vertébrale également. Parce qu'on peut avoir une impression de tonicité en étant très droit, mais au bout d'une minute, on peut sentir que les muscles se tétanisent un petit peu au niveau du dos et ça devient assez inconfortable et ça prend tout l'espace mental, ce qui n'est pas le but puisque notre espace mental, on va le, le vouer au souffle seulement. Et pour l'instant, on n'essaie pas même de méditer. On peut dire qu'on fait une transition entre l'état très actif qu'on a eu dans les minutes qui ont précédé cette session et la méditation elle-même. On s'installe doucement, on n'essaie pas tout de suite de se dire « il faut absolument que je médite, il faut absolument que je sois concentré ». Non, on le fait avec une grande souplesse.
Et si on aperçoit notre esprit qui s'égare, alors on le rapporte à la sphère somatique, c'est-à-dire la sphère de tout ce qui a trait au corps, et on peut analyser les différentes parties du corps et dissoudre les diverses tensions. On a vu la fois dernière que les tensions musculaires sont des contractions musculaires qui n'opèrent pas une fonction particulière, qui sont les résidus de nos activités ou de nos habitudes. Donc on peut essayer d'observer dans le corps les diverses tensions qui ne servent pas au maintien du visage, des épaules, qui n'opèrent pas une fonction dans nos mains, qui ne servent pas à stabiliser le corps, à le tenir, à le maintenir droit, dans le dos par exemple. On observe à quel point le corps peut s'installer dans une immobilité naturelle, une inertie naturelle. Et je le rappelle, mais comme pour la précédente session, les instructions qui sont données, quand je dis par exemple sentez la détente s'installer dans votre corps, c'est plus une vision à long terme, c'est plus une orientation, une aspiration, ce vers quoi on se dirige, qu'une injonction particulière à développer cette détente immédiatement. Si vous sentez que vous n'avez pas cette détente, prenez cette instruction comme une direction. C'est ce vers quoi je me dirige. Je dirige mes efforts vers cette chose-là. Je peux scanner les différentes parties de mon corps, à nouveau, les mains, et dénouer ces tensions musculaires qui ne participent pas à une fonction particulière, mais qui participent en revanche de la tension nerveuse. Et alors qu'on défait ces différentes tensions, on peut déjà observer cette qualité différente qui apparaît à l'esprit. Quand on ressent que le corps n'a plus aucune tension, que les tensions se dissolvent, on peut observer la saveur dans l'esprit. Comme si quelque chose se décoinçait dans l'esprit.
Nous établissons petit à petit le corps dans un calme naturel. Quand nous percevons le besoin impérieux de bouger, de changer de position, alors on garde un peu d'espace pour regarder la justification de cette impulsion, de savoir est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et si on peut, on essaie simplement de l'observer sans la suivre, cette impulsion de bouger, puisqu'après un temps, ces impulsions diminueront dans l'esprit, ce qui contribuera à établir un peu plus le corps dans une stabilité, un calme dans lequel on pourra plus aisément se reposer. Pour que l'esprit puisse se focaliser en un point sur le souffle, le corps doit préalablement s'être installé dans, dans son calme naturel, et c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit, avec patience. Pas quelque chose de simple que de calmer ses impulsions, et c'est certainement pas en les combattant, en ayant une approche belliqueuse, en se disant à chaque fois qu'on a envie de bouger: «Ah bah ça y est, voilà, ça y est, encore», tu vois? Tu peux même pas t'arrêter, quelques secondes. Ça, c'est ajouter de l'huile sur le feu. Non, il faut leur donner le minimum d'énergie à ces impulsions. Il faut simplement les reconnaître, conscient, patient, acceptant leur présence et si possible, en ne les suivant pas, mais il ne faut pas le faire avec, animosité, il faut le faire avec une grande bonté. Ayez l'impression que votre corps est comme une machine qu'on désactiverait, comme ces carcasses de voitures qu'on observe parfois dans la campagne, qui se font recouvrir de végétation. Ayez l'impression de cette grande staticité du corps. Pour une fois, dans notre quotidien, on ne va pas suivre toutes ces impulsions. On va ancrer le corps, ou plutôt notre attention du corps, et plutôt que de suivre toutes ces impulsions corporelles, verbales et mentales, on va faire l'inverse de ce qu'on fait dans notre quotidien. On va simplement les regarder, les laisser partir. Ça va être un petit peu l'objet de cette session aujourd'hui. Comment développer plus de stabilité?
comment ne pas toujours suivre le contenu de nos pensées, de nos expériences. Apprendre à regarder le contenu de nos expériences sans s'identifier à lui. Ne pas toujours répondre à ce qu'on ressent, à ces impulsions qui nous forcent à parler, à dire, à agir. Pour une fois, on va simplement les regarder, ces impulsions, et les laisser se défaire naturellement. Établissant le corps comme un arbre couché. N'ayant plus besoin de se mouvoir, oubliant les préoccupations de l'avenir, les pensées qui courent après les choses du passé, et autorisant notre attention à demeurer simplement là, présent. On observe à nouveau par partie le corps et ces quelques tensions qui subsistent peut-être sur le visage, dans le dos, les mains, les jambes, les pieds. Et faire de cet instant de méditation un moment de grande stabilité mentale, sans toutefois détendre trop le corps et que cela nous conduise à une léthargie et une torpeur, comme si on était en train de s'endormir. Si tel est le cas, c'est pas grave. Mais bien prendre conscience qu'il s'agit d'un état hautement actif que cet état de la méditation, un état hautement clair, stable, qui diffère de ces moments où on est en train de s'endormir, parce qu'il y a une forme de conscience, de présence intense qui demeure dans l'esprit. Et comme on a désactivé la batterie de ce moteur qui alimente la machine du corps, on va maintenant couper les cordes de l'instrument, de la machine de la parole. En tout cas, cette image qu'on prend pour établir également la parole dans son silence, dont ça vous concerne vous, parce que moi je suis encore obligé de parler.
mais ayez cette impression de retrouver un silence de la parole bienfaisant, comme si vous désactiviez la capacité à parler, mais cela se fait sans aucune tension, simplement retrouver le silence, y demeurer, sans que vos pensées intenses vous conduisent même à l'idée de commenter, comme si vous parliez intérieurement. Ces impulsions à commenter sans arrêt, on va également les pacifier. Il ne s'agit pas seulement d'être en silence, il s'agit également de reconnaître la qualité de ne pas avoir besoin de parler. Soyez donc cette voiture abandonnée en pleine campagne, et à l'intérieur de cette voiture un instrument de musique dont les cordes auraient disparu, cette parole silencieuse. Et installez-vous dans ce corps calme, dans ce silence de la parole. Comme un éléphant se roule dans la boue, prenez plaisir à vous installer dans ce calme et ce silence et cette inertie, cette immobilité. Parce que cette installation dans l'immobilité, c'est ce qui conduit l'esprit à se stabiliser, à se concentrer, à s'installer. Ne craignez pas que cette expérience soit plaisante. Ayez l'impression du corps comme une montagne, comme un roc inébranlable. Comme si vous pouviez rester dans cette position pendant des heures.
doucement. Vous pouvez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Si vous ressentez le besoin de vous étirer un peu, de changer de position, de relever la tête, vous pouvez le faire et sortir très calmement de cette méditation. L'indication qui est donnée souvent, c'est ayez l'impression comme si vous veniez de vous évanouir et que vous vous releviez et que vous étiez un petit peu dans la crainte de vous évanouir à nouveau. Essayez d'avoir l'impression qu'il faut conserver cet état, être vigilant à le conserver dans ce qui succède à la méditation, pas avoir cette impression fragmentée de la méditation, puis après on oublie tout. Essayez de conserver ça, parce que le but c'est de le garder à l'esprit et de le cultiver sans arrêt, cette impression de calme, de staticité, de détente. Et si vous devez boire du thé, par exemple, ayez toujours à l'idée ce calme. Vous regardez autour de vous, essayez de conserver cette saveur de la méditation. Parce que la méditation ne s'arrête pas vraiment. La méditation, ce n'est pas seulement une petite piqûre de rappel qu'on a pendant quelques minutes et après on oublie tout. Le but, c'est la transformation pérenne de notre esprit pour que ça s'infuse dans nos activités quotidiennes. On n'a pas eu le temps la fois dernière de poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez les écrire dans le chat parce que je suis là pour ça. C'est important d'avoir des questions. N'hésitez pas. Et puis on va continuer de toute façon à parler de cet apaisement et de cette stabilité. On s'était arrêté la fois dernière au souffle et on a vu qu'il y a plusieurs objets du souffle. Quand on dit méditation sur le souffle, il y en a plusieurs. On peut observer la sensation du souffle autour des narines, on peut l'observer autour de l'abdomen quand on a cette inspiration et expiration qu'on appelle la respiration abdominale. C'est-à-dire que dans l'inspiration, on gonfle l'abdomen, dans l'expiration, on le dégonfle. Mais on peut également observer le souffle dans son ensemble, et Asanga, un grand maître indien, parle du souffle de manière un peu plus, pas vague, mais un peu plus globale, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'action de respirer entre le nombril et le nez. Okay. On va faire plein de petits tests avant de commencer à vraiment les étendre pour méditer dessus pendant quelques minutes. On va simplement déjà essayer de les reconnaître, ces trois différents lieux du souffle. Donc essayez simplement maintenant d'observer le souffle simplement dans l'abdomen, c'est-à-dire de percevoir la sensation que fait votre peau contre vos habits quand vous inspirez. Ok. Ça, c'est un endroit sur lequel on peut se focaliser. On peut se servir de ce lieu comme d'une ancre pour stabiliser l'esprit. Et de la même manière qu'on a calmé les impulsions du corps et calmé les impulsions de la parole, une fois qu'on a fait ça, qu'on a calmé la voiture, que l'instrument de musique n'a plus de cordes, on va pouvoir maintenant calmer en profondeur l'esprit en choisissant comme objet de méditation le souffle. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu tellement le temps de le faire la fois dernière, mais on va reprendre l'objet du souffle de la sphère tactile autour du nombril, mais juste pour faire un test, ayez
simplement l'impression maintenant d'inspirer et d'observer le souffle entre le nez et le nombril. Simplement, en fait, quand vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Quand vous expirez, vous savez que vous expirez. Sans qu'il soit nécessaire de le commenter mentalement, de parler mentalement. Simplement être en contact avec la chose du souffle plutôt que ce qui la désigne, cette chose. C'est-à-dire, soyez plutôt conscient du souffle que du mot qui désigne cette chose. Parce que sinon, très rapidement, on peut avoir cette tendance à poser des étiquettes, des labels, et oublier la chose qui est labellisée, c'est-à-dire le souffle en lui-même. Donc, quand on est conscient du souffle, de quoi est-on conscient? Comment on sait qu'on est en contact avec le souffle? Dans toute la sphère entre le nombril et le nez, ben c'est une conscience composite entre la conscience auditive, parce qu'on s'entend respirer, la conscience tactile également. Si on a un peu la tête penchée, on peut avoir la conscience visuelle, parce qu'on voit son abdomen ou son torse se gonfler ou se rétracter. Mais très souvent, dans la méditation, c'est plutôt un composite entre le son et les sensations tactiles. Si on n'avait ni sensation de notre respiration tactile et ni si on n'avait pas d'oreille, ce serait beaucoup plus difficile de savoir qu'on respire. Parce que pour savoir qu'on respire, il faut être conscient d'un déplacement d'air, et le déplacement d'air, on en est conscient parce qu'il y a des récepteurs à la surface de notre peau, de nos différents organes, qui nous envoient des informations nous signifiant un changement d'état. Donc faites juste le test maintenant d'être conscient simplement du son du souffle. Maintenant, essayez d'être conscient seulement de la sensation tactile du souffle entre le nombril et les narines. Vous faites peut-être l'expérience que quand on est en contact avec la sensation tactile, on ne peut pas totalement désactiver le son non plus. On est toujours conscient du son, mais l'emphase de notre attention est mise principalement sur la sphère tactile. Vous voyez, quand on considère le souffle du nombril au nez, c'est déjà beaucoup plus vaste. Parfois, on peut se perdre, on se dit, oui, mais là-dedans, j'observe quoi vraiment? J'observe le son, j'observe les sensations tactiles. Qu'est-ce que je dois observer? C'est très vaste. Mais on peut se suffire aussi d'observer le souffle dans son ensemble. Et auquel cas, ce dont on est conscient, c'est vraiment, j'inspire, donc je suis conscient que j'inspire, je n'essaie pas de déterminer à quel endroit exactement ça se passe, ou de me dire, ah bah oui, ça y est, je suis focalisé là, mais j'ai changé là. Non, essayez vraiment d'avoir une impression d'ensemble. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui dans la sphère de la détente? C'est qu'il ne faut pas essayer de faire de cette pratique de méditation quelque chose de trop précis tout de suite. Se contenter d'une impression générale que lorsque je suis en train d'inspirer, je sais que j'inspire, je n'ai pas besoin de le marquer avec une note mentale, je n'ai pas besoin de me dire « mais comment tu sais François que tu inspires ?» bah oui, parce que tu es conscient, parce que ça c'est un commentaire aussi, c'est ajouter du concept
de la discursivité à quelque chose qui n'a pas besoin d'être commenté pour être perçu. On n'a pas besoin de commenter toutes ces choses-là pour savoir simplement, ben, j'inspire, c'est tout. Il ne faut pas se le dire mentalement. Simplement, sachez-le, sachez que vous êtes en train d'être conscient de l'inspiration ou de l'expiration. Ne tentez pas de forcer le souffle pour le rendre plus évident, pour pouvoir mieux le détecter, parce que ça pourrait être pratique quelques instants, de faire beaucoup de sons, parce que c'est comme quand on monte le volume à la télé, on comprend plus ce qui se passe à la télé. Non, essayez pas de monter le son du souffle pour le capter mieux, parce qu'à terme, ça peut déséquilibrer les énergies dans le corps et apporter plus de tension que de stabilité et d'apaisement. Et de la même manière qu'on a établi le corps et la parole dans un calme retrouvé, on doit également s'évertuer en souplesse à établir le souffle dans son rythme naturel. Et on ne peut pas venir avec une recette préparée qui s'adapte à tous les moments, où là, il va falloir que je respire 7 secondes et là 5 secondes, parce que c'est omettre que notre souffle au cours de la journée connaît des variations importantes. Et détendre le souffle, ça commence par cesser de vouloir sans arrêt transformer, parce que ça, c'est le mode opératoire qu'on utilise très souvent dans la vie, cette volonté de transformer, de courber les choses à notre vouloir. Mais ici, on doit s'adapter, on doit faire de cette relation entre notre esprit et le souffle une relation symbiotique. Les deux bénéficient de cette relation. Il ne faut pas essayer de prendre le souffle comme un esclave, comme un employé, comme quelque chose qui doit nous obéir, mais comprendre qu'en acceptant que le souffle retrouve son calme naturel, notre esprit va en bénéficier. En bénéficiant de ça, notre esprit va se détendre. En se détendant, l'esprit va calmer le souffle, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de global entre la détente du souffle et la détente de l'esprit. Et on va en parler aujourd'hui de ce vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir quand on médite? On va voir que c'est beaucoup plus subtil que cette volonté qu'on a trop souvent de « il faut absolument que ça fonctionne, il faut absolument que j'y arrive ». La volonté dans la méditation est quelque chose de très ténu, très subtil et de très profond. Et on va faire la différence un petit peu aujourd'hui entre la saisie, c'est-à-dire se saisir des choses, se recroqueviller, vouloir à tout prix, et simplement cette aspiration, cette patience, cette reconnaissance du temps qu'il faut pour se détendre et détendre le souffle, et vraiment faire cette différence entre ce recroquevillement, cette crispation de vouloir à tout prix se détendre. Il faut que je me détende parce que j'ai qu'une heure et demie, il est déjà 9h41 et il me reste 50 minutes. Il faut que j'arrive, la fois dernière j'étais plus détendu, il faut que je me détende, il faut que ça vienne. Et ça, dans la méditation, c'est un gros obstacle parce que c'est une forme de saisie, de recroquevillement. Le vouloir, il faut vouloir dans la méditation, mais ce vouloir, il est très souple, très très souple. D'accord? Donc essayez de trouver votre rythme de respiration le plus naturel possible. Essayez de vous adapter à ce que le souffle requiert. Est-ce que mon souffle a besoin d'être long? Est-ce qu'il a besoin d'être court?
n'imposez pas à votre souffle d'être plus long sur l'expiration parce que vous avez vu que en respirant plus longtemps qu'on a inspiré, ça, ça suscite, ça développe l'activation du système nerveux parasympathique et conduit à la détente. Non, essayez simplement de vous adapter vraiment en temps réel à ce que le corps demande. Et pour l'instant, on ne localise pas le souffle dans un endroit particulier, on le fera tout à l'heure. Là, essayez simplement d'observer le souffle dans son ensemble. Et cessons cette préoccupation de vouloir à tout prix sans arrêt des résultats. Essayons un peu, mais avec une grande bonté, une grande tendresse, reconnaissant cette relation symbiotique entre l'attention et le souffle. Libérant le souffle de cette relation autoritaire qu'on peut avoir avec lui. Ne cherchez pas à le conditionner, le transformer. Et observez comme le souffle, quand il retrouve un peu son rythme naturel, détendu, à quel point l'esprit a plus d'aise à se focaliser sur lui et à quel point l'esprit plus facilement peut se stabiliser sur lui. Et lorsque l'esprit se stabilise sur le souffle, alors il acquiert plus de concentration, de manière naturelle, sans forcer, sans chercher à méditer. N'essayez pas de donner à votre souffle un rythme particulier.
Ok. Vous pouvez faire une petite pause tout en essayant de conserver ce souffle naturel. Donc, une question que vous pourriez poser, mais que je n'ai pas vu dans le fil de discussion, c'est, on parle de stabilité, mais quand on observe le souffle, c'est pas très stable le souffle, parce que c'est complètement changeant. Comment on se stabilise sur quelque chose qui change comme ça? Parce que le souffle, c'est vaste. On le découpe en inspiration, expiration, mais ça pourrait être beaucoup plus vaste que ça. Il y a le début de l'inspiration, le corps de l'inspiration, la fin de l'inspiration, il y a un temps de pause, il y a plein de choses à observer. Comment on peut se stabiliser là-dessus? Et là, on peut comprendre un peu ce que veut dire la stabilité mentale. La stabilité mentale, ce n'est pas vraiment la stabilité de l'objet, c'est la stabilité de l'esprit qui observe l'objet. Donc l'objet peut changer, on voit que le souffle est mouvant, il change. C'est un petit peu comme, je prends cet exemple qui est assez simple, vous vous imaginez un homme d'affaires qui est assis à son bureau et puis il y a des assistants qui viennent lui passer des dossiers à signer. Et l'homme d'affaires, lui, il est simplement assis, il ne regarde même pas les gens qui lui apportent tous les dossiers, il voit les dossiers, il les signe, les dossiers partent. Donc lui, il reste complètement stable, mais toutes ces choses vont et viennent. C'est vraiment cette image qu'on a avec le souffle également. Il y a toutes ces choses qui sont transformées, qui évoluent dans l'esprit, le souffle change, mais nous, on garde ce point de vue statique de l'observateur. Et c'est pas la stabilité de l'objet en termes de souhaiter que l'objet ne bouge plus. C'est pas ça dont on parle dans la méditation sur le souffle, c'est trouver cette staticité, cette stabilité de l'observateur. Il y a plusieurs analogies qui sont des analogies classiques qu'on retrouve dans Buddhaghosa, qui est un maître du 5e siècle, je crois, qui parle, lui, de... Vous avez un berceau, par exemple, qui se balance sous un arbre. Eh ben, on imagine une personne qui est assise et qui laisse le berceau se balancer d'un côté et de l'autre, sans le suivre avec la tête, mais simplement être conscient que le berceau passe d'un côté et de l'autre, et il fait juste un geste de main comme ça. Et c'est la même chose avec le souffle. On a ce souffle qui va et vient, l'inspiration, l'expiration, et nous, on garde simplement la conscience de ce mouvement en restant nous-mêmes très stables. Donc, les sessions qu'on fait de cycle de méditation sont portées à comprendre un peu mieux ces ressorts que sont l'apaisement, la stabilité et la clarté. Dans les prochaines sessions, peut-être la dernière session parlera de la clarté, peut-être que la semaine prochaine on fera un petit peu clarté et stabilité, mais ce dont on essaye de parler aujourd'hui, c'est vraiment cette stabilité qui est à la fois une grande un grand repos mental dans le sens qu'on n'a pas besoin de bouger pour aller chercher l'objet sans arrêt, on se repose, et à la fois un apaisement, parce que le repos, la stabilité et l'apaisement sont complètement intriqués dans l'expérience. Donc essayez d'avoir l'impression, pendant quelques secondes, vous pouvez faire un test, de voir, d'essayer de trouver vraiment cette stabilité. Vous n'avez pas besoin de suivre le souffle, vous n'avez pas besoin de vous dire « est-ce que je suis bien en train d'être observant du souffle », ne pas essayer d'analyser, de commenter, mais simplement avoir l'impression de ce changement d'état du souffle sans qu'il soit nécessaire de le suivre. On a souvent cette analogie également qu'on retrouve dans les sutras, c'est d'un messager ou d'un gardien à la porte d'une forteresse. Il doit analyser s'il y a des messagers qui doivent rentrer, mais il ne doit pas suivre toutes les personnes qui rentrent, parce que sinon il perd sa fonction d'être observateur. Sinon, il oublie d'observer, il commence à s'engager dans une conversation avec les gens, ah, comment tu vas, mais il oublie de faire son travail. Donc c'est exactement la même chose, gardez cette staticité de votre conscience, même si les choses changent, bougent. Ne vous laissez pas emmener par le contenu de votre expérience.
Parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. On a une pensée, hop, on bondit, on s'identifie à cette pensée, on s'unit à cette pensée, on l'alimente. Là, on garde simplement une forme de staticité, de stabilité, et on regarde simplement ces choses venir et disparaître dans l'esprit. Et on le fait là avec le souffle. Donc, on est toujours en train d'observer le souffle du nombril aux narines. Et là, vous pouvez faire le test quelques instants, comme cette personne qui va faire se balancer le landau, ou cet homme d'affaires qui voit les contrats venir et disparaître de sa table, mais qui ne va pas chaque fois s'engager avec les assistants, qui fait que signer, puis les contrats s'en vont, et l'impression de faire la même chose avec le souffle. Un souffle naturel. Gardez la stabilité de l'observateur. Sans effort. Sans commenter. Ok. Donc là, on fait comme dans une retraite, je vous l'ai dit la fois dernière, on fait plein de petites sessions, hein, pour ne pas épuiser l'esprit, puis pas pour terminer nos petites sessions avec l'impression de se dire « oh là là, j'ai 90%, j'étais complètement ailleurs ». Ça, c'est une instruction importante quand on pratique le calme mental, c'est de garder plein de petites sessions et terminer sur une note positive. Et ce qui fonctionne avec l'esprit fonctionne avec le corps, ou ce qui fonctionne avec le corps fonctionne avec l'esprit. Je lisais un article de la musculation, par exemple. La musculation, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut que la dernière répétition, quand on soulève quelque chose, on ne puisse pas le terminer. Mais des études ont montré que ça fatiguait le système nerveux central. C'est-à-dire qu'au final, ça desservait à la performance que de ne jamais terminer la dernière répétition qu'on faisait, parce que c'est trop dur. C'est la même chose avec la méditation. Il faut absolument pouvoir le terminer
correctement cette session pour que la fois prochaine, on s'en souvienne, on se dise « Waouh, la fois dernière, j'en avais encore un petit peu sous le pied ». Et ça, c'est très positif parce que ça engage à cultiver l'enthousiasme, ce qui fait qu'on a envie d'y revenir. Alors, cette stabilité, elle est très importante, mais elle doit être mesurée dans ce sens qu'il faut empêcher qu'elle conduise au relâchement. Donc cette stabilité, elle doit être conjointe avec une forme d'appréhension de l'objet. Il ne faut pas qu'on le perde de vue, il faut qu'on sache qu'on est connecté à l'objet. On est observateur des va-et-vient du souffle, mais il faut qu'on soit encore conscient qu'on est en train de méditer sur le souffle. Parce que si on est un petit peu dans cette phase trop détendue, il peut arriver aussi qu'on finisse par complètement se relâcher, on finit par perdre l'objet et on finit par errer. Donc c'est la stabilité qu'on développe dans le calme mental, c'est une stabilité qui maintient à l'esprit l'appréhension de l'objet de méditation. Donc pendant quelques instants, vous pouvez simplement essayer de vous dire, voilà, est-ce que je suis, de temps en temps, vous pouvez vous le dire, est-ce que je suis encore conscient du souffle? Parce que sinon, c'est une stabilité qui est simplement imaginaire. Si on se dit, oh, ben, je suis stable, mais en fait, je suis stable de rien parce que je ne suis pas connecté au souffle. Pour être stable, il faut qu'il y ait à la fois la stabilité mentale, mais aussi la connexion avec l'objet de méditation. Donc pendant quelques instants, reprenez cette méditation sur le souffle en vous demandant de temps en temps, est-ce que j'ai cette stabilité ou est-ce que je suis encore conscient du souffle? C'est pour ça que dans le sutra de l'Anapanasati, il y a cette indication, quand j'inspire, je sais que j'inspire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on parle en se disant « Oh, je sais que j'inspire quand j'inspire ». Non, on le sait simplement. Mais comment peut-on justifier qu'on le sait? Parce qu'on est simplement en contact avec le souffle. Donc essayez pendant quelques instants de savoir quand vous inspirez, de savoir quand vous expirez, simplement ça. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Ok, donc dans les prochaines sessions, on va changer maintenant de champ d'observation. On va observer la sensation de notre peau contre nos habits autour du nombril. Ça va être le nouveau objet de méditation, on va être un peu plus précis. Parce que peut-être que l'esprit a gagné un peu plus en attention, donc on va pouvoir circonscrire le périmètre de notre observation autour du nombril. Mais quelques mots d'abord sur ce qui empêche la stabilité. Ce qui empêche la stabilité, c'est nos distractions. Et c'est aussi de trop vouloir. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette volonté de il faut que j'y arrive, il faut que je... Comme quand on fait des... Je reprends la musculation, mais quand on fait des tractions, comme ça, il faut que j'y arrive. Non,
Sarah, qui était un grand maître indien également, disait « l'esprit, c'est comme un chameau ». Le chameau, plus on essaie de l'emmener où on a envie, plus il se débat, plus il est complètement sauvage. Et par contre, si on laisse le chameau simplement sans licol, le chameau, il s'assoit et il cesse de bouger. Et il y a vraiment ça avec le souffle, avec la méditation en général, c'est que on ne peut pas avoir cette volonté de le dresser avec intensité et violence. Si on laisse le chameau de l'esprit simplement se calmer, il va le faire tout seul. Laisser l'esprit, laisser le souffle dans son rythme naturel, ne pas vouloir le courber comme cette tige de métal qu'on courberait. Non, il faut vraiment essayer de le laisser naturellement. Et le souffle va établir son rythme naturel et l'esprit va naturellement se focaliser dessus. Et quand l'esprit se focalise dessus, l'esprit va se calmer. On a vu la fois dernière que quand on parle de détente, on ne sait pas vraiment ce que c'est la détente, parce que on a vu que la détente n'était pas synonyme avec détente du corps, parce que oui, je peux me relâcher complètement, ça ne me détend pas. Non, la détente, c'est une capacité de l'esprit à complètement s'apaiser avec une notion de joie, de bien-être et de stabilité. Et pour y arriver, il y a quelques leviers quand même. On voit que ce n'est pas automatique. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait avec beaucoup de souplesse, beaucoup de souplesse, beaucoup d'acceptation. Donc on va reprendre maintenant cette méditation sur le souffle en observant simplement, je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire, mais comment je le sais? Je le sais parce que je sens la sensation tactile de ma peau contre mes habits. Retrouver à présent ce souffle naturel à travers l'appréhension des sensations tactiles autour du nombril. Aimer retrouver ce souffle naturel, calme. Comme c'est plaisant d'observer le souffle quand il s'est calmé, quand il est détendu, quand il est naturel. La méditation ne devient plus quelque chose de déplaisant, dans lequel il faille forcer l'esprit à observer quelque chose de déplaisant. Non, là, c'est en transformant insensiblement le souffle, on arrive à avoir un souffle qui est plaisant et l'esprit, naturellement, va se focaliser sur lui, se concentrer avec un minimum d'effort. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Comme on calmerait un enfant qui pleure, vous pouvez essayer de calmer si vous le sentez, mais avec cette souplesse qu'on a évoquée, à calmer le souffle, mais sans passer par une recette toute faite, où on se dirait, ben non, mais pour calmer le souffle, il faut que je l'allonge. Non, simplement essayer de ressentir en temps réel ce dont le souffle a besoin,
et lui offrir ce dont il a besoin, du calme, de la détente, du bien-être, un mouvement naturel. Quand j'inspire, je sais que j'inspire et je calme le souffle. Quand j'expire, je sais que j'expire, sans avoir besoin de le commenter, je calme le souffle. Voilà ce que je dois faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui empêche la détente? Sur le moment, on médite. Ce qui empêche la détente, c'est ces diverses tensions, c'est le fait qu'on manque d'attention. On peut regarder également ce qui précède la méditation, qui empêche la détente. Et on a ce sutra, le Bhaddekarata Sutra, qui est important dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, le bouddhisme Theravada, qui parle de ces 3 temps, de cesser d'avoir des attentes dans l'avenir, de chasser après le passé et de se figer sur le présent. Donc nous, on évoque l'aspect technique aujourd'hui de la méthode, comment on fait, on essaie d'avoir envie de méditer, mais sans essayer de se recroqueviller, d'avoir trop d'attentes, parce que ça nuit à la détente. Mais il y a tout ce qui précède également la méditation, qu'on doit observer, et notre attitude en général. Le mode de vie est important dans la production du stress, de l'anxiété ou de la détente. Et on parle souvent du lâcher-prise. Je ne sais pas trop ce que c'est le lâcher-prise, parce que je ne l'ai pas étudié. Ce n'est pas, je crois, un concept bouddhiste, en tout cas pas dans le bouddhisme que j'ai étudié. Peut-être que ça l'est ailleurs. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu lié à l'hindouisme, le lâcher-prise. Mais en tout cas, nous, dans le bouddhisme, il y a cette notion différente de la saisie, de se saisir des choses. Ça, c'est vraiment un concept bouddhiste. On se saisit des choses. On a cette chose qui est mouvante et on la saisit. On se recroqueville sur cette chose. Et on le fait avec la méditation comme on le fait avec beaucoup des activités de la vie quotidienne. On exagère les fonctions de cet objet, on se recroqueville sur lui, on a l'impression que cet objet est permanent. Et les choses pour lesquelles on a de l'avidité, on les exagère avec l'esprit, on exagère les qualités des choses, les qualités de cette chose désirée, et on soustrait les défauts de cette chose-là, on veut absolument la posséder. Et quand on a cette volonté absolue de « il faut absolument », ça ne peut pas créer le calme mental, parce que ça ne peut pas créer la détente et ne peut pas créer non plus la stabilité. Donc le lâcher-prise, c'est un petit peu la mesure du rapport qu'on entretient avec les choses.
lâcher prise, même si la notion de lâcher prise n'est pas à proprement parler définie dans le bouddhisme, en tout cas, on peut comprendre que le lâcher prise est une forme de non-avidité, c'est-à-dire une forme de relâchement de cette saisie dans laquelle on veut sans arrêt absolument arriver à faire quelque chose, mais qui procède d'une exagération de l'esprit. Ça ne veut pas dire que ce soit une invitation au détachement de tout, c'est pas une invitation à ne plus rien faire dans la vie, mais c'est une invitation à faire que les choses dans lesquelles on s'engage, on le fait avec une grande souplesse. C'est plutôt ça. Une grande souplesse qui nécessite qu'on abandonne cette exagération sans cesse qui fait que pour les choses qu'on désire, on soit sans arrêt en train de surimposer une forme de permanence, on surimpose des qualités que la chose ne possède pas, et on veut se saisir de cette chose-là. Donc, pour développer la détente, il faut apprendre à se dessaisir des choses. Ce qui ne veut pas apprendre à se désintéresser des choses, mais à se dessaisir de cette propension de l'esprit à se recroqueviller. Et ça, c'est vraiment très profond. Il y a cette analogie qui est que beaucoup de notre souffrance vient de cette surimposition des qualités des choses qui ne sont pas vraiment du côté de l'objet. Voilà, cet iPhone 15, on a l'impression qu'il va sans arrêt demeurer, qu'il ne va jamais tomber en panne. On se saisit de cette chose-là, on se recroqueville comme quelque chose d'un objet absolu. Et ça ne peut pas empêcher la détente parce que l'esprit est très tendu, parce que l'esprit est constamment occupé à surimposer une forme de permanence des qualités que l'objet ne possède pas. Et dans la méditation, ce qu'on a vu depuis le départ, c'est un petit peu des leviers qui font qu'on apprend à se dessaisir des choses, à lâcher prise. Et par contre, s'il n'y a pas si le lâcher prise n'est pas à proprement parler évoqué, en tout cas de ce que je connais du bouddhisme, il y a souvent cette analogie de prendre un flambeau dans les mains, la saisie qu'on a sans arrêt pour les choses, cette avidité qu'on a pour sans arrêt être successful. L'analogie, c'est d'avoir un flambeau le vent vient contre nous et on a un flambeau dans les mains qui nous brûle les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche le flambeau. L'autre exemple qui est pris dans le Patanjali Sutta, c'est c'est un Milan qui tout à coup a ce petit bout de viande qu'il a chopé par terre, il se met à voler et tous les oiseaux veulent le poursuivre pour attraper son petit bout de viande et ça devient une lutte et c'est compliqué, il y a beaucoup de violence. Qu'est-ce qu'il fait? Le Milan, il lâche le petit morceau de viande et en lâchant le petit morceau de viande, il détend les problèmes. Et on fait la même chose avec la méditation qu'on le fait avec les choses pour lesquelles on a de l'avidité. On n'essaye pas de vouloir à tout prix. On lâche prise dans le sens où on lâche cette volonté de faire de la méditation une activité dans laquelle on utilise cette forme d'avidité qu'on a trop souvent pour les choses qu'on voudrait obtenir. Et c'est très profond ça, parce que ça va au-delà de la méditation, ça va vraiment dans le sens d'une compréhension profonde du rapport qu'on entretient aux choses qu'on veut dans la vie. Donc il faut vouloir dans la méditation, il faut vouloir méditer, parce que sinon on peut donner l'impression qu'il faut se détacher de tout, et auquel cas, bon, je ne médite plus. Non, il faut avoir cette petite impulsion à méditer, mais sans que ça se fasse avec un recroquevillement de l'esprit. Ok? Donc, on peut prendre quelques minutes pour y réfléchir avant de revenir au souffle, à ce que peut vouloir dire ce non-attachement, c'est-à-dire ne pas vouloir perpétuer en nous cette saisie qui fait qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose, il y a cette notion d'à tout prix, d'exagération, il faut que ce soit là maintenant. Parce que c'était bien la fois dernière, on peut faire la même chose avec le souffle. Ah maintenant, dans la première session, non, j'étais quand même vachement plus détendu. Et là, on se saisit de la chose. Il faut absolument que Et ça, c'est un obstacle à la détente. Et plus on apprend à se dessaisir des choses, et je vais simplement
reprendre un autre sutra, du sutra de la tradition Mahayana, ce qui s'appelle le Narayana Sutra. Il y a cette indication du rapport sain qu'on doit obtenir avec les choses. Ne devenez propriétaire de rien si vous ne pouvez pas avoir la pensée de le donner au premier venu. C'est ça. Ça n'empêche pas d'être propriétaire des choses ou de vouloir accomplir des choses, mais de se dire, voilà, ben, de toute façon, ces choses vont être impermanentes, elles vont se délier à un moment ou à un autre. Donc j'accepte leur transformation et on fait la même chose avec le souffle. J'accepte que le souffle aujourd'hui soit moins bon, mieux, que je sois plus détendu, moins détendu. J'accepte toutes ces transformations et je me dessaisis de cette volonté à vouloir commander, à avoir cette relation autoritaire avec le souffle. Dans la pratique du calme mental, l'esprit doit se défaire de cette avidité, même pour l'action de méditer. C'est que comme ça que l'esprit vraiment profondément se détend. Plus aucune préoccupation, en tout cas au moment de la méditation. Ça ne veut pas dire qu'on oublie toute préoccupation pour l'avenir en général, mais au moment de la méditation, on est prêt à se défaire de tout. On est prêt à se défaire des préoccupations de l'avenir, des remords qu'on a pour le passé, et on demeure simplement dans le présent. Apprendre à lâcher prise, c'est ça, c'est apprendre à se défaire de nos perturbations mentales, de ces émotions qui, sans arrêt, colorent les objets autour de nous d'une couleur qu'ils ne possèdent pas. C'est pas lâcher prise de ces choses-là, c'est lâcher prise de notre saisie, de notre mode d'appréhension de ces objets. Et on va terminer par revenir au souffle, revenir à l'appréhension des sensations tactiles autour du nombril. Essayer de faire que notre méditation incarne ce non-attachement, ce lâcher-prise qui fait qu'on a encore envie de méditer, mais qu'on ne le fait plus avec cette saisie, ce recroquevillement, cette avidité. C'est de cette manière qu'on peut permettre une détente profonde, puissante, intense de l'esprit. Donc j'inspire, conscient de mon inspiration, et je calme le souffle. Je m'installe, je me repose dans ce calme du souffle. Donc on ne se répète pas ces paroles, mais on le ressent à mesure qu'on inspire, et on fait la même chose sur l'expiration. J'expire, je sais que j'expire, et je m'installe dans cette détente. J'accompagne le souffle à se détendre avec patience.
J'inspire, conscient de la sensation autour du nombril. Et j'établis cette relation symbiotique avec la sensation tactile, cette relation symbiotique entre mon esprit concentré, observant du souffle et le souffle lui-même. Et les deux s'apaisent à mesure que j'inspire, à mesure que j'expire. À mesure que mon esprit se concentre, connaît, devient conscient et connecté à la sphère tactile autour du nombril. Très bien. Alors, conservant cet apaisement, on peut souhaiter que cette stabilité nous accompagne durant toute cette journée. On va revenir à cet élément de la stabilité et de l'apaisement la fois prochaine. Et on va doucement évoquer la clarté, parce que ça, on évoque un paramètre du calme mental, on pourrait dire une direction, mais le calme mental, il faut qu'il ait également cette grande clarté mentale. Nous, là, on travaille sur l'apaisement et la stabilité, mais il y a également un autre paramètre à travailler qui est la clarté mentale. Quand on a cette union des deux, l'esprit va vraiment se focaliser et demeurer en un point de manière beaucoup plus puissante. Nous, là, on travaille un peu sur un paramètre, mais il faut qu'on arrive à équilibrer les deux. Donc j'espère qu'à travers ces 4 séances, on aura une meilleure idée expérientielle de comment travailler sur ces deux aspects fondamentaux du souffle, que sont la stabilité apaisée et la clarté. Est-ce que vous avez des questions? Lâcher prise, n'est-ce pas simplement ne pas saisir? Oui, oui, c'est ça. C'est le non-attachement. Je pense que c'est en tout cas la manière la plus simple qu'on pourrait le traduire dans le bouddhisme, c'est cette non-avidité, c'est-à-dire ce refus de l'avidité, parce qu'on voit que l'avidité ne nous sert pas, puisqu'elle est de toute façon exagérante des qualités des choses autour de nous, qu'elle ne nous met pas en contact avec le monde comme il est, qu'elle crée des superimpositions mentales, qu'elle crée beaucoup de tensions aussi, parce que si cet iPhone 12 est incroyable, cette dégringolade au moment où il va tomber en panne crée une forme de souffrance qui n'a pas lieu d'être, parce que si en premier lieu j'avais eu une relation saine avec cette chose qui est l'objet lui-même, cette dégringolade n'aurait pas eu lieu. Donc cette avidité par essence provoque une expérience insatisfaisante. Donc se défaire de ça, c'est se défaire du stress aussi, qui n'a pas une fonction bénéfique particulière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais compléter, enfin,
pas compléter. On m'avait expliqué le lâcher-prise une fois et c'était très parlant. Il faut que je montre avec la main. C'est on prend comme ça et on ouvre la main et on laisse s'envoler si c'est un insecte ou un oiseau. Et Oui, c'est très juste. C'est cette appréhension des choses qui fait qu'on s'engage encore avec le contenu des choses autour de nous, mais on n'essaie pas de se recroqueviller dessus. C'est vraiment l'image. Hein. Et ça, on parle d'une image pour évoquer quelque chose qui est mental, mais après, il faut le trouver intérieurement, mentalement. C'est beaucoup plus subtil parce que l'esprit est immatériel et qu'on se sert d'images pour évoquer quelque chose de mental. C'est vraiment le sens de l'analogie. Hein. Mais il faut qu'on le trouve dans la méditation, cette souplesse très forte. Parce que c'est la clé de la détente, c'est la clé de l'apaisement, c'est la clé de la stabilité. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end. Merci, bonsoir.